Bonsoir à tous et bienvenue. Avant de nous aventurer dans les ruelles chargées d'histoire de Toulouse, nous aimerions savoir d'où vous nous rejoignez et à quelle heure vous partagez cette veillée avec nous. Laissez-nous un commentaire pour nous le faire savoir. L'histoire que nous allons vous raconter ce soir n'est pas une fiction, mais une reconstitution méticuleuse, assemblée à partir des fragments épars d'une mémoire collective, des notes de bas de page dans les archives de la préfecture, des lettres personnelles jaunies par le temps et un entrefilet sibyllin retrouvé dans les pages du journal La Dépêche du Midi. Au cœur de cette enquête se trouve la famille Lefebvre, un nom qui, en 1892, incarnait la quintessence de la respectabilité bourgeoise. Pourtant, derrière la façade imposante de leur demeure du quartier Saint-Étienne, un secret rongeait les murs et les âmes, un drame silencieux, dont les échos nous sont parvenus un siècle plus tard, nous forçant à interroger la frontière fragile entre la raison et l'indicible. Nous sommes en 1892, à Toulouse, la ville rose. C'est une cité de contrastes saisissants, où la foi dans le progrès industriel de la belle époque se heurte aux superstitions ancestrales qui murmurent le long des rives de la Garonne. La vie s'articule autour de la majestueuse place du Capitole, des clameurs du marché des Carmes et des messes solennelles célébrées dans la basilique Saint-Cernin. Les briques rouges des façades, qui flamboient sous le soleil de l'après-midi, prennent une teinte inquiétante, presque sanglante, à la tombée de la nuit. C'est dans ce décor que le drame des Lefebvre prend racine, un événement qui, à l'époque, ne laissa que de vagues traces. La société toulousaine, soucieuse de préserver les apparences, préférait taire ce qui dérangeait. L'honneur d'une famille notable valait plus que la vérité. Mais qu'est-ce que l'honneur lorsque la nuit apporte avec elle une terreur que même les plus épais rideaux de velours ne peuvent contenir? Le noyau de cette tragédie est la famille Lefebvre elle-même. Jean-Pierre, le patriarche d'environ 45 ans, est un marchand de tissus prospères, un pilier de la communauté locale, connu pour son stoïcisme et sa rigueur. Cependant, des témoignages recueillis dans les journaux de ses associés le décrivent comme un homme de plus en plus rongé par une angoisse intérieure, le rendant distant et irritable. On le voyait souvent, tard le soir, arpenter seul le quai de la Dorade, le regard perdu dans les eaux sombres du fleuve. Son épouse, Éléonore, autrefois une hôtesse prisée dont les salons étaient courus, est devenue une recluse. Ses seules sorties la menaient à la première messe du matin, où les autres paroissiens la décrivaient comme une ombre pâle, les yeux cernés, s'agrippant à son chapelet comme à une bouée de sauvetage. Et puis, il y avait Adèle, leur fille unique de 17 ans, une jeune femme sensible et artistique dont les rires cristallins avaient été remplacés par un silence perpétuel. Elle ne quittait plus la maison, simple silhouette figée derrière une fenêtre du premier étage. Fixant le vide pendant des heures, quel drame inavouable pouvait justifier un tel isolement? Les premiers signes du mal qui rongeait la maison Lefebvre furent des murmures, des rumeurs qui se propageaient dans le voisinage comme une traînée de poudre. Le livreur de lait fut le premier à rapporter un fait étrange. Aux premières lueurs de l'aube, il avait distinctement vu des ombres se mouvoir de manière frénétique derrière les rideaux du salon, comme si une fête silencieuse et démente s'y tenait chaque nuit. Bientôt, les voisins se plaignirent de bruits sourds et rythmés, non pas des cris, mais le son étouffé de pas de danse sur le parquet, une cadence étrange qui cessait toujours brutalement au lever du soleil. Un article dans une gazette locale, daté de l'automne 1892, évoque pudiquement une fièvre nerveuse qui se serait emparée d'une famille bien connue du quartier Saint-Étienne. Sans jamais oser en dire plus, les spéculations allaient bon train. S'agissait-il d'une maladie contagieuse, d'une forme de folie héréditaire, ou bien les ombres que l'on voyait danser étaient-elles celles de visiteurs que personne n'avait jamais vus entrer? Toulouse, en cette fin de XIXe siècle, est une ville tissée de paradoxes, une métropole provinciale où le passé et l'avenir se livrent une bataille silencieuse. Surnommée la Ville Rose,
Elle doit sa teinte chaleureuse à la brique de terre cuite qui compose ces édifices, des hôtels particuliers du quartier Saint-Étienne aux humbles échoppes des faubourgs. Le jour, cette couleur évoque la douceur de vivre du midi, une sérénité presque pastorale. Mais à mesure que le soleil décline, projetant des ombres longues et déformées dans les ruelles étroites, la brique prend des teintes plus sombres, ocre puis pourpre, comme si les murs eux-mêmes se gorgeaient des secrets et des drames qu'ils abritaient. La Garonne, qui traverse la cité, n'est pas seulement une voie commerciale, elle est une artère mémorielle, un miroir sombre où se reflètent les angoisses d'une société en pleine mutation, un témoin impassible des tragédies chuchotées. La belle époque bat son plein et Toulouse n'est pas en reste. L'esprit du progrès, porté par la révolution industrielle, souffle sur la ville. De nouvelles usines s'implantent en périphérie. Les grands boulevards haussmanniens commencent à percer les anciens quartiers et l'université rayonne, prônant la suprématie de la science et de la raison. Dans les salons bourgeois, on débat des dernières avancées technologiques, on célèbre le positivisme et l'on regarde avec un certain mépris les croyances d'un autre âge. Pourtant, ce vernis de modernité est fragile. Il suffit de s'éloigner des artères principales pour que cet optimisme se fissure. Dans l'ombre des clochers gothiques et des cours intérieures humides, le temps semble s'être arrêté. Là, le monde n'est pas gouverné par la logique implacable des machines, mais par des forces plus anciennes, des superstitions tenaces qui dictent encore les gestes du quotidien et peuplent les nuits d'appréhension diffuse. Le cœur spirituel de la ville bat au rythme des cloches de la basilique Saint-Cernin, étape incontournable sur le chemin de Saint-Jacques de Compostelle. La foi catholique y est omniprésente, structurant le calendrier, les relations sociales et la morale publique. Chaque dimanche, les familles notables, comme les Lefebvre, s'y pressent pour la messe, affichant une piété impeccable qui est aussi un marqueur de leur statut. Mais cette dévotion officielle cohabite avec un folklore riche et une tradition orale où le sacré et le profane s'entremêlent. On raconte encore des histoires de dames blanches près du Pont-Neuf, de gargouilles qui s'animent les nuits de pleine lune et de maléfices jetés par des voisins jaloux. Pour beaucoup de Toulousains, la consultation d'une guérisseuse ou d'une tireuse de cartes n'est pas incompatible avec la confession, car l'on sait que certains maux de l'âme échappent à la médecine comme à la religion. La vie quotidienne s'organise autour de deux pôles majeurs. La majestueuse place du Capitole, centre du pouvoir municipal et lieu de toutes les parades officielles, et le marché des Carmes, ventre grouillant et populaire de la cité. Le Capitole est le théâtre de la respectabilité, avec ses cafés où les hommes d'affaires concluent des marchés et où les dames de la haute société exhibent leurs dernières toilettes. Le marché, lui, est un monde de clameurs, d'odeurs fortes et de contacts francs. C'est là que les classes sociales se croisent, sans se mélanger, que les rumeurs naissent et se propagent à la vitesse de l'éclair, colportées par les commerçants, les domestiques et les livreurs. C'est dans ce bouillonnement social, entre la façade rigide du Capitole et la vérité crue des Carmes, que la réputation d'une famille peut se faire ou se défaire en l'espace d'une matinée, sur la base d'un simple murmure ou d'un regard de travers. L'architecture elle-même participe à cette culture du secret. Les demeures du quartier Saint-Étienne, où vivent les Lefebvre, sont conçues comme des forteresses domestiques. Leur haute façade de briques, percée de fenêtres régulières, ne laisse rien deviner de la vie intérieure. Derrière les lourdes portes cochères s'ouvrent des cours pavées et des jardins cachés, des univers clos où la famille règne en maître absolu. Les intérieurs sont sombres, encombrés de meubles massifs et de lourds rideaux de velours qui étouffent les sons et filtrent la lumière crue du soleil. Ces espaces feutrés sont pensés pour préserver l'intimité et l'honneur familial. Mais ils peuvent tout aussi bien se transformer en prison dorée, en labyrinthe, où les angoisses et les chagrins macèrent en silence, sans jamais trouver d'issue vers le monde extérieur. La maison n'est pas un simple abri, elle est le gardien des apparences, le coffre-fort des secrets inavouables. Dans ce contexte, la presse locale,
incarnée par des journaux comme La Dépêche du Midi, joue un rôle ambigu. Si elle se fait, elle, écho des grands événements et des débats de société, elle observe une extrême prudence lorsqu'il s'agit de la vie privée des élites locales. L'honneur d'une famille de notables est un pilier de l'ordre social, et aucun rédacteur en chef n'oserait le saper pour un simple fait divers, aussi étrange soit-il. Ainsi, un drame comme celui qui se noue chez les Lefebvre ne pouvait être traité que par allusion, à travers des entrefilets sibyllins parlant de fièvre nerveuse ou de retrait mondain, sans jamais nommer personne. La vérité n'est pas faite pour être imprimée, mais pour être enterrée dans les archives de la préfecture sous des couches de rapports administratifs au langage neutre ou dans des lettres personnelles qui ne seront lues que des décennies plus tard. C'est donc dans cette Toulouse à double visage, cette cité de briques et d'ombres, de foi et de peur, que le drame de la famille Lefebvre prend racine. Une ville suffisamment grande pour que l'on puisse s'y perdre, mais trop petite pour que les secrets y soient gardés éternellement. Un décor où la façade de la normalité est une exigence de tous les instants et où la moindre fissure peut révéler des abîmes de désespoir. Le silence du voisinage, la discrétion de la presse, la pudeur des institutions, tout concourt à créer une chape de plomb autour de la maison du quartier Saint-Étienne. Dans une telle cité, où le non-dit est une règle et l'honneur un rempart, comment une famille pouvait-elle appeler à l'aide lorsque la menace n'était pas à la porte, mais qu'elle valsait déjà chaque nuit au cœur même du salon? Le pilier de cette énigme familiale est sans conteste Jean-Pierre Lefebvre. Pour la société toulousaine de 1892, son nom est synonyme de réussite et de droiture. Les registres de la Chambre de commerce le décrivent comme un négociant en tissu d'une habileté redoutable, dont l'entreprise, bâtie à la sueur de son front, fournit les plus belles maisons de la région. En public, il incarne l'austérité et la maîtrise de soi propres à la bourgeoisie provinciale. Une silhouette impeccable au Capitole, un donateur généreux pour la paroisse de Saint-Étienne, un homme dont la parole est considérée comme un contrat. Sa réputation est une forteresse aussi solide que les briques de sa demeure, un rempart contre lequel les rumeurs semblent, au premier abord, ne pas avoir de prise. Il est l'archétype de l'homme qui a tout construit et qui, par conséquent, a tout à protéger, à commencer par l'honneur de son nom. Pourtant, sous ce vernis de respectabilité immuable, des fissures commençaient à apparaître, perceptibles seulement par ceux qui le côtoyèrent de près. Dans le témoignage posthume d'un concurrent, retrouvé dans une correspondance privée, on lit que Jean-Pierre Lefebvre, était plus le même homme depuis près d'1 an. Sa poignée de main, autrefois si franche, était devenue fuyante. Son regard, réputé pour son acuité en affaires, se perdait désormais dans le vague au milieu d'une conversation. Une irritabilité sourde, une impatience fébrile s'était emparée de lui, transformant les réunions professionnelles en épreuves de tension. Ses associés mettaient ce changement sur le compte d'une fatigue nerveuse, un mal bourgeois courant à l'époque, sans suspecter que cette anxiété prenait racine dans un sol bien plus sombre que les simples tracas du commerce. Le masque du patriarche stoïque se lézardait, laissant entrevoir un tourment inavouable. Cette angoisse intérieure trouvait son exutoire dans de longues marches solitaires, une fois la nuit tombée sur la ville rose. Plusieurs témoignages de veilleurs de nuit et de cochers rapportent l'avoir aperçu, silhouette sombre et solitaire, arpentant le quai de la Dorade d'un pas mécanique. Il ne semblait chercher personne, n'attendait rien. Il marchait, le regard fixé sur les reflets froids de la lune dans les eaux noires de la Garonne, comme s'il y cherchait une réponse ou un apaisement. Le fleuve, témoin silencieux de tant de secrets toulousains, devenait son unique confident. Pour les rares passants qui le croisaient, il n'était qu'une ombre parmi d'autres, mais cette routine crépusculaire, presque obsessionnelle, trahissait une âme en proie à une lutte dont le monde extérieur ne percevait que les échos lointains, un homme fuyant quelque chose qui l'attendait patiemment derrière les murs de sa propre maison.
Si Jean-Pierre Lefebvre était un homme fuyant son foyer, son épouse Éléonore en était devenue la prisonnière volontaire. Autrefois, son salon était l'un des plus courus du quartier Saint-Étienne. On y parlait littérature, on y jouait du piano, et la grâce d'Éléonore en était l'âme. Les archives mondaines de l'époque la mentionnent comme une hôtesse accomplie, dont l'esprit et la chaleur humaine illuminaient les réceptions. Mais depuis des mois, les lourdes portes cochères de la maison Lefebvre restaient closes. Plus de musique, plus de rire, plus d'invitations. Éléonore S. était effacée du paysage social toulousain, avec une soudaineté qui avait d'abord intrigué, puis inquiété son cercle d'amis. Elle était passée de la lumière des chandeliers à l'ombre perpétuelle de sa demeure. Un retrait si complet qu'il ressemblait moins à un choix qu'à une condamnation. Les seules sorties de Éléonore étaient désormais dictées par le calendrier liturgique. Chaque matin, avant même que le soleil ne se lève, elle se glissait hors de chez elle pour assister à la première messe à la cathédrale Saint-Étienne. Les dames de la paroisse, dans leurs échanges de lettres, la décrivaient comme une apparition spectrale. Le visage pâle et émacié, les yeux cernés de fatigue ou de larmes, elle traversait la nef sans un regard pour personne, s'agenouillant au fond de l'église comme pour mieux se cacher. Elle tenait son chapelet d'une main si crispée que ses jointures en devenaient blanches, les égrenant avec une ferveur qui tenait plus du désespoir que de la piété sereine. Elle semblait s'accrocher à sa foi comme une naufragée à une bouée, cherchant dans la prière une protection contre un mal que même les murs sacrés de la cathédrale peinaient à contenir. Au cœur de ce huis clos familial se trouvait Adèle, leur fille unique de 17 ans. Ceux qui l'avaient connue quelques années auparavant se souvenaient d'une jeune fille à la sensibilité artistique exacerbée, passionnée de poésie et de dessin. Ses rires cristallins, rapportent les anciennes domestiques, étaient la véritable musique de la maison. Un son qui semblait avoir le pouvoir de dissiper la rigidité de son père et les angoisses naissantes de sa mère. Elle incarnait la promesse d'un avenir radieux, la quintessence de la jeunesse et de la vie au sein d'une demeure qui commençait déjà insidieusement à se refermer sur elle-même. Son talent pour le dessin était particulièrement noté. Ses carnets, disait-on, étaient remplis de portraits vibrants et de paysages lumineux, capturant la beauté d'un monde qu'elle observait avec une curiosité insatiable. Or, cette lumière était éteinte. Adèle ne sortait plus. Son rire était muet en un silence pesant, un vide qui rendait l'atmosphère de la maison encore plus suffocante. Le carnet d'un voisin, un vieil universitaire qui observait la rue depuis sa fenêtre, contient plusieurs entrées la décrivant. Il parle d'une silhouette figée, aperçue jour après jour derrière la même fenêtre du premier étage. Elle restait là, immobile pendant des heures, le regard perdu dans le vague, ne réagissant ni aux passants, ni aux jeux des enfants dans la rue. Elle ne était plus qu'une ombre dans sa propre maison, une statue de mélancolie dont la présence silencieuse était peut-être plus terrifiante que n'importe quel cri. Son isolement était absolu, une quarantaine non pas du corps, mais de l'âme, dont les raisons demeuraient un mystère insondable pour le monde extérieur. La maison elle-même semblait participer à cette claustration. Autrefois symbole de réussite sociale, elle avait pris l'allure d'un mausolée. Les volets de bois restaient obstinément clos, même durant les plus belles journées d'été, plongeant les pièces dans une pénombre perpétuelle. Le jardin, jadis entretenu avec soin par Éléonore, était désormais laissé à l'abandon, les mauvaises herbes commençant à envahir les allées. La famille Lefebvre, qui avait bâti sa réputation sur l'art de recevoir, vivait maintenant comme des assiégés, repoussant toute tentative de contact. Le facteur ne déposait plus que des factures, le livreur de lait laissait les bouteilles sur le seuil sans jamais voir personne. La demeure du quartier Saint-Étienne était devenue une forteresse de chagrin, protégeant un secret si lourd qu'il semblait avoir absorbé toute la lumière et toute la vie. Ainsi, le tableau était complet. Un patriarche respecté, mais consumé par une angoisse secrète, une épouse mondaine transformée en recluse dévote,
et une jeune fille pleine de vie, réduite à l'état de spectre silencieux. Chacun des membres de la famille Lefebvre jouait sa partition dans une tragédie invisible, dont les murs de la maison étaient les seuls spectateurs. La communauté toulousaine, face à ce retrait total, ne pouvait que spéculer, chuchoter des théories allant de la maladie honteuse à la ruine financière. Mais aucune de ces explications ne semblait à la hauteur de la désolation qui émanait de cette famille. Quel drame inavouable! Quelle blessure profonde pouvait avoir poussé 3 êtres à s'emmurer vivants, transformant leur foyer en tombeau et leur existence en une longue et silencieuse veillée funèbre. Avant que le drame ne prenne un nom, avant que les médecins et les prêtres ne tentent de poser un diagnostic sur le mal qui rongeait la maison Lefebvre, il y eut les murmures. Ils naquirent discrètement, dans l'air frais du petit matin, colportés par les gens de service, ces témoins invisibles de la vie bourgeoise. Les premiers signes ne furent pas des cris d'effroi ni des événements spectaculaires, mais de subtiles anomalies, des fissures dans la façade impeccable de la normalité que la famille S était si soigneusement appliquée à construire. Ces chuchotements, d'abord hésitants, se firent plus insistants, se propageant du quartier Saint-Étienne au marché des Carmes, transformant peu à peu la compassion distante des Toulousains en une curiosité morbide. La tragédie silencieuse des Lefebvre commençait à déborder de ses murs, et la ville, malgré sa pudeur, ne pouvait s'empêcher de tendre l'oreille pour écouter. Le premier témoignage tangible, bien que non officiel, provint du livreur de lait, un jeune homme nommé Baptiste, dont la tournée quotidienne l'amenait devant la demeure des Lefebvre, à l'heure incertaine qui sépare la nuit de l'aube. Dans une note retrouvée dans les archives d'un rapport de police bien des années plus tard, il confiait ce qu'il voyait. Chaque matin, sans exception, alors que le reste de la rue était encore plongé dans le sommeil, les rideaux du grand salon du rez-de-chaussée étaient agités de l'intérieur par un mouvement frénétique. Ce N n'était pas le doux balancement provoqué par un courant d'air, mais une agitation violente, comme si des silhouettes dansaient une gigue endiablée dans l'obscurité. Il décrivait un ballet d'ombres silencieuses, une scène d'une énergie démente qui contrastait de manière glaçante avec le silence de mort qui semblait émaner de la maison. L'histoire de Baptiste, d'abord racontée à voix basse dans un estaminet près du Pont-Neuf, ne tarda pas à faire son chemin. Elle devint le sujet de conversation privilégiée des domestiques qui se croisaient au marché, chacun y ajoutant son propre détail, sa propre angoisse. La cuisinière d'une famille voisine jura avoir vu non pas 2, mais une dizaine d'ombres distinctes, certaines grandes, d'autres étrangement petites, se tordant dans une sarabande macabre. Le récit s'enfla, se déforma, passant du statut de simple observation à celui de légende urbaine naissante. Les ombres devinrent des spectres, la danse un rituel satanique. La maison Lefebvre N était plus simplement le foyer d'une famille en deuil ou en difficulté. Elle devenait le théâtre d'un mystère qui excitait l'imagination populaire, toujours prompte à peupler de fantômes les demeures silencieuses. Aux preuves visuelles s'ajoutèrent bientôt les témoignages auditifs. Les voisins les plus proches, un couple de retraités dont la chambre à coucher donnait sur le jardin des Lefebvre, commencèrent à se plaindre de bruits nocturnes. Mais il ne s'agissait pas de cris, de disputes ou de pleurs sans auxquels ils auraient pu trouver une explication rationnelle. Ce qu'ils entendaient était un son sourd, rythmé et incessant, un martèlement sur le parquet qui semblait suivre une cadence précise. Ils le décrivirent dans une lettre à leur fils comme le son de pieds qui dansent sans musique, une percussion obsessionnelle qui commençait invariablement à la tombée de la nuit et cessait, avec une ponctualité terrifiante, aux toutes premières lueurs du jour. Cette régularité mécanique rendait le phénomène plus inquiétant encore que n'importe quel éclat de folie spontanée. Cette plainte auditive se répandit, et d'autres résidents du quartier confirmèrent le phénomène. Le bruit était étouffé, comme si les danseurs s'efforçaient de ne pas être entendus, mais la vibration se propageait à travers les murs mitoyens, transmettant une sensation de malaise physique. Pour les voisins, les nuits devinrent une épreuve.
Le piétinement rythmé semblait se moquer de leur sommeil, s'insinuant dans leurs rêves et peuplant leurs heures d'insomnie d'interrogations angoissantes. Qu'est-ce qui pouvait pousser une famille entière, ou qui que ce soit d'autre, à s'adonner à une telle activité, nuit après nuit, dans le secret d'un salon aux volets clos? La danse, habituellement associée à la joie et à la fête, prenait ici les allures d'une compulsion funèbre, d'une punition auto-infligée dont le sens leur échappait complètement. Face à l'ampleur croissante des rumeurs, la presse locale ne pouvait rester totalement silencieuse. Cependant, fidèle à sa déontologie de l'époque qui visait à protéger l'honneur des familles notables, le traitement de l'affaire fut d'une extrême prudence. Un entrefilet paru dans la Gazette, le Courrier de la Garonne, à l'automne 1892, et retrouvé depuis dans les archives municipales, en est la parfaite illustration. Sans jamais citer le nom des Lefebvre, l'article évoque une fièvre nerveuse d'une nature singulière qui se serait emparée d'une famille bien connue et estimée du quartier Saint-Étienne. Le journaliste utilise un langage médical vague, parlant d'un épuisement moral collectif, nécessitant un retrait salutaire de la vie mondaine. C était une manière habile de reconnaître le problème tout en le confinant au domaine de la pathologie privée, écartant toute suggestion de scandale ou de événements surnaturels. Pour les lecteurs avertis de la bourgeoisie toulousaine, cet article était un aveu à demi-mot. Loin de calmer les esprits, il ne fit qu'attiser les spéculations dans les salons et les cercles privés. La théorie d'une maladie mentale collective, une folie à deux, étendue à 3 personnes, gagna en popularité. On se remémora des cas similaires dans d'autres grandes familles, des tares héréditaires dissimulés sous le vernis de la respectabilité. Certains évoquèrent la possibilité d'une maladie contagieuse, honteuse, comme la syphilis, dont les stades avancés pouvaient provoquer des délires et des troubles du comportement. Chaque théorie, qu'elle soit médicale ou psychologique, visait à rationaliser l'étrangeté des faits, à la ramener dans les limites du compréhensible, même si le compréhensible était sordide. L'honneur des Lefebvre était peut-être entaché, mais la raison, elle, devait être sauve. Pendant ce temps, dans les rues et les marchés, loin des circonvolutions intellectuelles de l'élite, les interprétations prenaient une tournure bien plus sombre et superstitieuse. Pour le peuple de Toulouse, dont la foi chrétienne était encore pétrie de croyances païennes, les ombres dansantes et les bruits de pas nocturnes ne relevaient pas de la médecine, mais du maléfice. On parla d'une malédiction jetée sur la famille par un concurrent jaloux, d'un pacte avec une entité malveillante qui réclamait son dû, ou plus simplement que la maison elle-même était hantée. Ces explications, bien que fantastiques, offrait une forme de cohérence à une situation qui semblait défier toute logique. Elle traduisait une peur ancestrale, la certitude que certaines portes, une fois ouvertes sur l'invisible, ne pouvaient plus jamais être refermées. Ainsi, 2 récits parallèles se construisirent autour de la maison Lefebvre. D'un côté, celui de la bourgeoisie, qui tentait de contenir le scandale dans un diagnostic de folie ou de maladie. De l'autre, celui du peuple, qui voyait la manifestation tangible de forces occultes, mais les 2 récits partageaient un point commun, la certitude qu'un drame terrible se jouait derrière les volets clos. Les ombres que l'on voyait danser n'étaient plus perçues comme celles des membres de la famille, mais comme quelque chose d'autre, une présence étrangère qui avait pris possession des lieux. La maison du quartier Saint-Étienne devenait progressivement un lieu maudit, un hulot de peur et de mystère au cœur de la ville rose que l'on montrait du doigt en baissant la voix. Le paroxysme de étrangeté fut atteint lorsque les témoignages concordèrent sur un point crucial. Personne, absolument personne, n'avait jamais vu le moindre visiteur franchir le seuil de la maison Lefebvre, ni de jour, ni de nuit. La famille vivait dans un isolement total. Si les Lefebvre eux-mêmes étaient des danseurs, leur comportement relevait d'une folie profonde. Mais si ceux n'étaient pas eux, alors qui? D'où venaient ces silhouettes qui peuplaient leur salon chaque nuit? Comment entraient-elles et sortaient-elles sans jamais être vues?
Cette impossibilité logique créa un vertige, une brèche dans la réalité, qui laissa le champ libre aux hypothèses les plus effrayantes. Les ombres Hun étaient pas des invités de chair et de sang. Elles étaient autre chose. La question, désormais, n'était plus de savoir si la famille Lefebvre était malade ou excentrique, mais de déterminer la nature de la compagnie qu'elle recevait dans le secret de ses nuits. Les rumeurs avaient planté les graines du doute et de la peur, transformant une tragédie familiale en un mystère public. Le silence obstiné des Lefebvre, loin de les protéger, ne faisait qu'alimenter le fantasme collectif. Étaient-ils les victimes d'une force qui les dépassait, ou les instigateurs d'un rituel inavouable? Les ombres qui dansaient dans leur salon étaient-elles le symptôme de leur chagrin ou la cause de leur tourment? La réponse se trouvait derrière ces murs, mais personne n'osait plus frapper à la porte pour la demander. Face à l'escalade des rumeurs, qui s'infiltraient désormais dans les conversations des salons bourgeois comme dans les murmures des marchés, l'inaction N était plus une option. Le mystère de la maison Lefebvre cessa d'être un simple fait divers de quartier pour devenir une plaie ouverte dans la conscience de la ville. Ce ne fut pas une enquête officielle, diligentée par la préfecture, qui s'ouvrit alors, mais une série d'interventions discrètes, presque clandestines, menées par des figures d'autorité morale et scientifique. Le prêtre, le médecin, deux piliers de la société toulousaine, chacun armé de ses propres outils, furent appelés à sonder les ténèbres qui avaient envahi la demeure. Leurs témoignages, consignés dans des documents privés et redécouverts bien plus tard, allaient constituer les premières pièces d'un puzzle bien plus complexe et tragique que ne le laissait supposer la rumeur publique. Le premier à franchir le seuil maudit fut le père Michel, curé de la cathédrale Saint-Étienne. C'est une Éléonore Lefebvre au bord du gouffre, le visage ravagé par des nuits sans sommeil, qui vint le supplier à la sacristie après la première messe. Elle ne parla pas d'ombre ni de danse, mais d'un chagrin infini qui avait pris racine dans sa maison, d'une telle présence qui étouffait la vie et la prière. Le prêtre, homme d'expérience habitué aux tourments de l'âme, accepta de se rendre sur les lieux. Ses carnets personnels, conservés dans les archives du diocèse, décrivent son arrivée. Une maison glaciale, malgré le feu qui crépitait dans la cheminée. Un silence sépulcral à peine troublé par le tic-tac d'une horloge, et le sentiment oppressant d'être observé par quelque chose d'invisible et de profondément triste. Dans ces mêmes carnets, le père Michel relate la tentative d'exorcisme discret qu'il mena dans le salon principal. Il ne s'agissait pas d'une confrontation spectaculaire, mais d'une longue litanie de prières, d'aspersions d'eau bénite et de supplications. Il y décrit une froideur anormale qui semblait émaner du parquet lui-même, une résistance passive mais tenace à ces rites sacrés. Il eut la conviction, écrit-il, de ne pas faire face à une entité démoniaque agressive, mais à une présence qui se nourrit du chagrin, une sorte de parasite spirituel qui, était abreuvé du désespoir de la famille pour prendre forme. L'atmosphère s'alourdit à mesure que la nuit tombait. Et le prêtre confesse avoir senti sa propre foi vaciller face à la puissance de cette désolation palpable, un vide qui absorbait toute lumière et tout espoir. Mais la conclusion de sa note est ce qui glace le sang et constitue la première véritable fissure dans le mur du mystère. Après avoir quitté la maison, épuisé et sans avoir obtenu le moindre résultat tangible, le père Michel écrivit cette phrase énigmatique, comme une révélation terrible qui s'était imposée à lui. Le mal n'est pas venu de l'extérieur, il a été invité. Cette affirmation changeait radicalement la nature du drame. Les Lefebvre étaient plus de simples victimes d'une force obscure qui s'était abattue sur eux. Selon le prêtre, l'un d'eux, ou peut-être tous, avaient consciemment ou inconsciemment ouvert la porte à cette entité. La question N était donc plus de savoir quelle force hantait la maison, mais qui, parmi ses habitants, lui avait tendu la main et surtout, pour quelle effroyable raison. Peu de temps après l'intervention infructueuse du curé, ce fut au tour de la science D être convoquée. Elle, état de santé d'Adèle, la jeune fille silencieuse, était considérablement dégradée.
Le docteur Albin, médecin de famille réputé pour son approche rationnelle et son scepticisme face aux maux de l'âme, fut appelé à son chevet. Homme du positivisme triomphant, il s'attendait à trouver une jeune femme souffrant d'anémie ou de la mélancolie typique des jeunes filles de son âge, exacerbée par l'atmosphère pesante du foyer. Il se préparait à prescrire du repos, de l'air frais et peut-être un séjour à la campagne. Mais ce qu'il découvrit dans la chambre obscure d'Adèle dépassait de loin le cadre rassurant de ses manuels de médecine. Il trouva une jeune fille catatonique, dont les yeux immenses semblaient fixer un point invisible dans la pièce. Le rapport officiel du docteur Albin, retrouvé dans les archives médicales de l'hôpital de la Grave, est un modèle de prudence professionnelle. Il diagnostique un délire mélancolique et des hallucinations visuelles complexes, des termes cliniques qui, s'ils décrivent les symptômes, sont impuissants à en expliquer la cause. Il note la pâleur extrême de la patiente, son refus de s'alimenter et son mutisme quasi total. Le rapport se conclut sur une recommandation d'internement dans une maison de santé, une solution souvent préconisée à l'époque pour les cas jugés incurables. Pour la société, ce document suffisait. Adèle était folle, ce qui expliquait en partie l'étrangeté de la famille. La raison semblait avoir repris ses droits, enfermant le mystère dans le diagnostic psychiatrique. Cependant, une note manuscrite, griffonnée à la hâte en marge du rapport officiel et presque illisible, révèle le véritable trouble du médecin. Cette note, qui semble avoir été ajoutée après coup, comme pour se décharger d'un poids, contient une observation qui n'avait pas sa place dans un document formel. Le docteur Albin y écrit « La patiente dessine sans cesse la même silhouette sur des feuilles volantes. Un garçonnet. Elle a brisé son silence une seule fois pour murmurer qu'il veut danser avec elle. Cette révélation est une bombe. La famille Lefebvre, selon tous les registres d'état civil et la connaissance de tous, n'a officiellement qu'une seule enfant, Adèle. Qui était donc ce garçon qui hantait ses visions au point qu'elle le dessinait de manière obsessionnelle? Une troisième et dernière pièce du puzzle nous parvient d'une source inattendue. Une lettre privée, retrouvée un siècle plus tard dans le grenier d'une maison de campagne. Elle fut écrite par l'ancienne gouvernante des Lefebvre, une femme nommée Mathilde, qui avait quitté son poste subitement quelques mois avant que les rumeurs ne commencent à enfler. Dans cette lettre adressée à sa sœur, elle tente d'expliquer les raisons de sa fuite précipitée. Elle y confesse sa peur, une terreur qui l'avait poussée à abandonner ses affaires et à partir sans même réclamer son dernier salaire. Mais, et c'est là le point crucial, sa peur-haine n'était pas dirigée contre les phénomènes étranges, les bruits de pas ou les ombres fugaces qu'elle commençait à peine à percevoir. La peur de Mathilde, comme elle l'explique dans sa lettre aux tournures angoissées, était entièrement focalisée sur le maître de maison, Jean-Pierre Lefebvre. Elle le décrit comme un homme changé, consumé par une obsession secrète qui le poussait à se retirer des heures durant dans le sous-sol de la demeure, un lieu dont il interdisait l'accès à quiconque. La gouvernante, intriguée et inquiète, désobéit une nuit. Elle descendit les marches de pierre et regarda par le judas de la porte. Ce qu'elle vit la pétrifia d'horreur et la convainquit que la folie qui s'emparait de la maison n'avait rien de surnaturel, mais qu'elle était l'œuvre délibérée de son patriarche. Elle comprit qu'elle devait fuir avant d'être entraînée dans ce qu'elle qualifie de « rituel impie ». La scène qu'elle décrit est à la fois grotesque et terrifiante. Jean-Pierre Lefebvre N n'était pas seul. Il se tenait au milieu d'un cercle de bougies, entouré de livres anciens ouverts à des pages couvertes de symboles étranges. Devant lui, sur une table, se trouvait un appareil complexe ressemblant à une lanterne magique, cet ancêtre du projecteur de diapositives. La gouvernante raconte avoir vu des formes lumineuses et déformées danser sur le mur humide du sous-sol, projetées par la machine que le patriarche manipulait avec une concentration fébrile. Il ne priait pas, il ne criait pas, il murmurait, encore et encore, d'une voix brisée par le chagrin, un mot, un seul mot, qui semblait être à la fois une invocation
et une lamentation. Et c'est là que la lettre de la gouvernante livre son ultime et terrible secret, un secret qui fait écho au dessein d'Adèle et qui donne un sens nouveau et macabre à elle, énigme des ombres dansantes. Le nom que Jean-Pierre Lefebvre murmurait dans l'obscurité de son sous-sol, le nom qu'il répétait comme une litanie désespérée en projetant ses fantômes de lumière sur les murs, était un prénom masculin. Un prénom qui n'appartenait officiellement à personne dans cette famille. Le nom qu'il chuchotait à ses ombres était Julien. Qui était Julien? Et quel pacte funeste liait son souvenir au dessein d'une jeune fille mourante et au rituel secret de son père? La malédiction de la maison Lefebvre venait de trouver un nom. La clé de L, énigme. La pièce manquante qui allait transformer l'horreur en tragédie ne fut pas découverte par un enquêteur ou un historien fouillant les archives, mais par le plus pur des hasards près d'un siècle plus tard. En 1985, lors de la rénovation de la maison du quartier Saint-Étienne, destinée à être transformée en cabinet d'avocats, des ouvriers furent chargés de remplacer le vieux parquet du premier étage. C'est dans l'ancien bureau de Jean-Pierre Lefebvre, en soulevant une lame de chêne déformée par l'humidité, qu'un contremaître sentit quelque chose de creux sous ses pieds. Dans une petite cavité soigneusement aménagée, à l'abri des regards et du temps, reposait un petit carnet relié de cuir, couvert de la poussière des décennies. Ce modeste objet, oublié de tous, était sur le point de donner enfin une voix au silence assourdissant de la famille Lefebvre. Le journal intime, car c'en était un, fut confié aux archives municipales de Toulouse. Les experts confirmèrent rapidement qu'il s'agissait bien de l'écriture de Jean-Pierre Lefebvre. Les pages, jaunies et fragiles, exhalaient une odeur de papier vieilli et de chagrin contenu. L'encre, d'abord d'un noir assuré, traçait des lignes régulières décrivant les affaires commerciales et les banalités de la vie bourgeoise. Mais, subitement, la calligraphie se brisait, devenait erratique, presque illisible, comme tracée par une main tremblante au cœur de la nuit. Le ton changeait radicalement, abandonnant la chronique sociale pour une confession intime et déchirante. Ce N n'était pas le journal d'un homme hanté par des fantômes, mais celui d'un père dévoré par une absence, un vide si immense qu'il avait fini par engloutir toute sa famille et sa raison. La révélation, consignée dès les premières pages de cette section troublée, était aussi simple que tragique. Les Lefebvre n'avaient pas qu'une seule enfant. Quelques années avant le début des événements, ils avaient eu un fils, Julien, mort à l'âge de 7 ans d'une méningite foudroyante. Cette perte, jamais mentionnée en société par pudeur et par douleur, avait été le véritable point de rupture. Jean-Pierre y décrit le silence qui s'est abattu sur la maison après la mort du garçonnet. Un silence qu'il qualifie de plus assourdissant que n'importe quel cri. Il écrit « Chaque pièce, chaque meuble, chaque rayon de lumière me rappelle son absence. Ils disent que le temps guérit, mais il ne fait que creuser davantage le vide qu'il a laissé. Le deuil n'avait pas été surmonté. Il avait muté en une obsession. Incapable de trouver du réconfort dans la religion, qu'il jugeait impuissante, ou dans la science, qui ne lui offrait qu'un constat brutal de finalité, Jean-Pierre Lefebvre S. était tourné vers une troisième voie, le spiritisme et les sciences occultes, alors très en vogue dans certains cercles intellectuels parisiens. Son journal détaille sa descente méthodique dans cet univers, l'achat d'ouvrages interdits, sa correspondance avec des médiums et sa conviction croissante qu'il était possible d'établir un contact avec l'au-delà. Il ne cherchait pas à invoquer des démons ou à acquérir un pouvoir, mais simplement, désespérément, à revoir son fils, à entendre sa voix une dernière fois. La maison Lefebvre N n'était pas le théâtre d'une malédiction subie, mais le laboratoire d'une expérience interdite, menée par un homme prêt à tout pour défier la mort elle-même. Les danses nocturnes prenaient alors un sens nouveau et macabre. Le journal les décrit comme des rituels, des séances où la famille entière, unie dans son chagrin, tournait lentement en cercle dans le salon plongé dans l'obscurité. Ce mouvement giratoire, accompagné de murmures
et d'incantations tirées de ses lectures étaient censées créer une sorte de vortex énergétique, une brèche entre les mondes pour permettre à l'esprit de Julien de se manifester. Le son rythmé et sourd qui tourmentait les voisins N était autre que le bruit de leurs pas sur le parquet, la cadence funèbre d'une famille dansant avec sa propre douleur dans l'espoir fou de la transformer en présence. La fête silencieuse N était en réalité qu'une veillée funèbre qui se répétait nuit après nuit, sans fin. Et les ombres, elles aussi trouvaient leur explication, une explication technique, presque banale, qui rendait la scène encore plus pathétique. Jean-Pierre Lefebvre confirme dans son journal le témoignage de la gouvernante. Il avait fait l'acquisition d'une lanterne magique, l'ancêtre du projecteur. Mais les plaques de verre qu'il y insérait n'avaient rien d'anodin. Il avait méticuleusement reproduit les dessins d'enfants de son fils Julien, et même, à partir de l'unique photographie qu'il possédait de lui, créé une silhouette qu'il projetait sur les murs et les rideaux. Les ombres frénétiques qui dansaient dans le salon n'étaient que les fantômes de lumière d'un enfant disparu, projetés par un père qui tentait de donner corps à ses souvenirs, un spectacle déchirant pour sa femme et sa fille, contraintes de participer à cette résurrection artificielle. Cette découverte recode entièrement la tragédie. Chaque élément du mystère trouve sa place dans un puzzle de chagrin et de folie partagée. Jean-Pierre n'est plus un patriarche tyrannique, mais un Prométhée du deuil, consumé par son propre feu. La piété éperdue de Éléonore N était pas seulement une fuite, mais peut-être une tentative désespérée de contrer les rituels de son mari par une magie plus sainte. Et la catatonie d'Adèle, cette sœur silencieuse, n'était sans doute pas le symptôme d'une possession, mais l'effondrement psychologique d'une adolescente forcée de danser chaque nuit avec le spectre de son frère, un fantôme de lumière qui lui rappelait sa propre solitude. La famille Lefebvre N n'était pas hantée par une force extérieure. Elle se hantait elle-même, prisonnière d'un amour qui avait tourné à la nécromancie. L'explication semble donc rationnelle, psychologique, presque clinique. L'horreur s'efface pour laisser place à une tragédie humaine d'une tristesse insondable, l'histoire d'une famille brisée qui a préféré la folie au vide. Pourtant, une question subsiste, une ombre au tableau de cette nouvelle certitude. Le journal de Jean-Pierre explique le comment et le pourquoi de leurs actions. Mais peut-il tout expliquer? Le père Michel avait senti une présence qui se nourrit du chagrin. Et Adèle dessinait un garçonnet qui voulait danser avec elle. Le rituel désespéré des Lefebvre N était-il qu'un pathétique simulacre né de leur seule douleur, ou leur immense chagrin, canalisé avec une telle intensité, a-t-il réellement fini par attirer quelque chose, forçant une porte qu'ils n'ont plus jamais été capables de refermer? La découverte du journal de Jean-Pierre Lefebvre agit comme un baume sur la conscience de Toulouse. L'horreur cède la place à la pitié, le mystère à la psychologie. Dans les salons où l'on avait jadis chuchoté des histoires de spectres, on débattait désormais de la folie à trois, du deuil pathologique et de la puissance dévastatrice du chagrin. La science triomphait de la superstition. Les ombres dansantes N étaient plus des entités malveillantes, mais les projections pathétiques d'un père brisé. Le bruit des pas N était plus une cadence infernale, mais le rythme funèbre d'une famille consumée par l'absence. La maison du quartier Saint-Étienne fut ainsi lavée de sa réputation maudite, pour ne devenir que le théâtre silencieux d'une tragédie humaine, certes terrible, mais parfaitement explicable. La ville pouvait refermer ce chapitre, rassurée dans ses certitudes positivistes, reléguant l'affaire Lefebvre au rang des tristes faits divers, un cas de école pour les aliénistes en devenir. L'histoire, désormais rationalisée, semblait avoir scellé le destin de ses protagonistes. Les registres de l'asile de la Grave confirment l'internement d'une jeune femme de 17 ans, Adèle L., pour délire mélancolique aggravé, quelques semaines après l'intervention du docteur Albin. Elle y serait morte quelques années plus tard, sans jamais avoir recouvré la parole. Éléonore,
Son nom n'apparaît plus dans aucun registre mondain. Une note en marge d'un registre paroissial suggère son entrée tardive dans un couvent des Carmélites, où elle aurait fini ses jours dans le silence et la prière. Quant à Jean-Pierre, l'architecte de ce drame, sa faillite commerciale est actée dans les archives de la Chambre de commerce en 1893. Son nom disparaît ensuite de la ville. Le patriarche déchu, celui qui avait voulu défier la mort, fut simplement effacé par la vie. Son histoire et celle de sa famille semblant closes, enterrées sous le poids de la tragédie et de l'oubli. Mais l'histoire, comme la Garonne, connaît des courants souterrains qui ressurgissent bien des années plus tard. Au milieu du XXe siècle, un jeune historien toulousain, passionné par l'évolution cadastrale de la ville, travaillait sur une thèse consacrée au quartier Saint-Étienne. En consultant les archives municipales, il tomba par hasard sur le dossier Lefebvre, incluant le fameux journal. L'histoire le toucha, mais il la considéra, comme tout le monde, comme un cas psychologique résolu. Cependant, un détail anodin, une mention de Jean-Pierre concernant d'anciens titres de propriété qu'il avait consultés avant l'achat de son terrain, piqua sa curiosité d'archiviste. Poussé par une simple rigueur académique, il décida de remonter plus loin dans le temps, bien avant la construction de la maison, cherchant à reconstituer l'histoire complète de cette parcelle de terre, sans se douter qu'il allait réveiller des ombres bien plus anciennes. Sa recherche fut une plongée dans les strates les plus profondes de la mémoire de Toulouse. Il quitta les archives claires et ordonnées du XIXe siècle pour les parchemins fragiles des registres notariaux du XVIIIe, puis du XVIIe siècle. L'écriture se faisait plus ardue, l'encre pâlissait, mais la piste se précisait. Il découvrit que la maison Lefebvre avait été édifiée sur un terrain resté étrangement vacant pendant près de 150 ans, une anomalie dans un quartier aussi prisé. Cette curiosité le mena des archives cadastrales aux archives judiciaires de la Haute-Garonne, où les drames de la ville étaient consignés non plus à l'encre des notaires, mais à celle plus sombre des greffiers de la cour. C'est là, dans un registre relié de cuir noir datant de l'époque de la grande chasse aux sorcières, qu'il trouva la réponse qu'il ne cherchait pas. Le document, daté de 1619, était un procès-verbal d'une froideur terrifiante. Il relatait le jugement et la condamnation pour sorcellerie d'une femme nommée Isabeau, une guérisseuse qui vivait sur cette même parcelle de terre. Elle fut accusée d'avoir pactisé avec des forces obscures et fut condamnée au bûcher. Le greffier avait retranscrit ses dernières paroles, prononcées alors que les flammes commençaient à lécher ses pieds. Ce haine n'était pas une prière, mais une malédiction, une prophétie jetée sur le sol qui avait été le sien. Cette terre boira les larmes des affligés, et quiconque y pleurera ses morts sera condamné à danser avec leurs ombres jusqu'à ce que la folie l'emporte. La phrase résonna dans le silence de la salle de lecture avec la force d'une déflagration, faisant voler en éclats un siècle de certitude rationnelle et redonnant au drame des Lefebvre sa dimension la plus primitive et la plus effroyable. La tragédie changeait alors une nouvelle fois de visage. Le rituel désespéré de Jean-Pierre N. était peut-être pas la cause, mais le symptôme. Son chagrin immense, sa volonté de percer le voile des mondes, n'aurait-il été que le catalyseur involontaire d'une malveillance latente, endormie dans les fondations même de sa demeure? Les Lefebvre, en dansant pour leur fils perdu, n'avaient-ils fait que suivre, sans le savoir, le scénario macabre écrit par une femme enragée plus de 270 ans auparavant? La culpabilité était plus celle d'un père brisé, mais celle, plus vaste et plus ancienne, d'une terre gorgée de souffrance. La question haine était plus de savoir comment une famille avait pu sombrer dans la folie, mais si, sur ce lopin de terre maudit, elle avait jamais eu la moindre chance d'y échapper. L'horreur n'était pas dans la maison, mais sous elle. Aujourd'hui, la maison qui fut celle des Lefebvre se dresse toujours au cœur du quartier Saint-Étienne. Sa façade de briques roses, ravalée par les ans et le soin des nouveaux propriétaires, ne laisse rien transparaître de son passé tumultueux. Elle abrite désormais les bureaux feutrés d'un cabinet d'avocats, un lieu où la logique et la loi s'efforcent de régir le monde.
Les occupants actuels, des gens pragmatiques et cartésiens, ne rapportent aucun phénomène spectaculaire, aucune manifestation tangible qui viendrait troubler leur quotidien. Pourtant, certains avouent à demi-mot qu'un silence anormalement lourd s'installe dès que le soleil se couche. Une quiétude si profonde qu'elle en devient oppressante. Et parfois, lorsque le vent d'autant s'engouffre dans le long couloir du rez-de-chaussée, quelques-uns ont cru percevoir, l'espace d'un instant, la mélodie lointaine et cristalline d'une boîte à musique, un air enfantin perdu dans le souffle du temps. Les murs de briques, témoins silencieux de temps de prière et de temps de rituels désespérés, ont peut-être absorbé la mémoire de cette douleur. Comme une plaque photographique sensible, la demeure a gardé l'empreinte du chagrin qui a saturé son atmosphère pendant de si longs mois. Les archives sont peut-être closes et les protagonistes disparus, mais elles, écho de leur tragédie, semblent vibrer encore dans la structure même de l'édifice. La Garonne, qui coule non loin de là, continue de charrier les secrets de la ville vers l'océan, et parmi eux, l'histoire de cette famille qui a dansé avec ses fantômes. Le passé n'est pas mort. Il sommeille dans la teinte des briques au crépuscule, dans le craquement d'un parquet la nuit, attendant qu'un regard, une pensée, une oreille attentive viennent le réveiller de sa longue dormition, rappelant que certains lieux sont à jamais marqués par les vies qu'ils ont abritées. Le soir venu, lorsque les dernières lumières des bureaux restent allumées, un étrange spectacle se rejoue involontairement. Les silhouettes des avocats et de leurs collaborateurs, affairés sur leurs dossiers, se projettent sur les murs blancs des bâtiments d'en face. Leurs mouvements, dictés par la fatigue et la hâte de finir leur journée, créent un ballet d'ombres mouvantes, des formes allongées et déformées qui s'agitent derrière les vitres. Pour le passant ordinaire, ce n'est qu'une scène banale de la vie urbaine, mais pour celui qui connaît l'histoire, pour celui qui sait regarder, ces ombres modernes, l'espace d'un battement de cœur, semblent esquisser les pas d'une danse ancienne et macabre. Le rituel des Lefebvre se poursuit ainsi, réincarné dans la routine du présent, un hommage involontaire et inconscient à la tragédie qui s'est nouée entre ces murs. La question demeure donc, suspendue dans l'air tiède des nuits toulousaines, aussi tenace que l'odeur de la violette après la pluie. Le drame des Lefebvre était-il le fruit amer d'un deuil impossible? Une folie collective, née de l'amour et du désespoir, une tragédie purement humaine et psychologique? Ou bien leur immense chagrin, en se déversant sur cette terre déjà chargée d'une ancienne colère, a-t-il simplement réveillé une malédiction endormie, agissant comme le catalyseur d'une force malveillante qui n'attendait qu'une fissure dans le réel pour s'y engouffrer? La raison propose une réponse, mais le cœur de la ville rose, lui, continue de murmurer une autre histoire. Quelle est votre théorie? Folie née du deuil ou véritable malédiction ancrée dans les fondations de la ville? Laissez-nous votre avis dans les commentaires.